19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. 39e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune appelle à lutter contre les interventions extérieures illégitimes en Libye et réaffirme le soutien de l'Algérie aux efforts visant à parvenir à une solution politique juste, durable et acceptable au Sahara occidental. Réforme institutionnelle de l'Union africaine. Le président Tebboune adopte une approche réformatrice, renouvelée et plus efficace. L'Algérie œuvrera sans relâche pour faire entendre la voix de l'Afrique, répondre à ses revendications légitimes et lever l'injustice historique dont elle a été victime. Nous évoquerons dans cette édition également le conflit en Ukraine, l'armée ukrainienne qui annonce avoir ciblé des installations russes en Crimée à Zaporijjia. Et puis nous parlerons de cette nouvelle série de pourparlers sur l'Ukraine qui se tiendront donc à Genève le 17 et 18 février. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition. Avant de développer tous ces titres, cette visite de 2 jours, le 15 et 16 février, du général Abdurrahman Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, qui effectuera donc une visite fraternelle et de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation sur invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Cette visite vise à renforcer les liens de fraternité, de coopération et de bon voisinage entre les deux pays frères dans le cadre d'une nouvelle dynamique pour une meilleure exploitation de leurs capacités et de leurs potentialités au profit des peuples algériens et nigériens. Cette visite représentera également une opportunité de traiter des questions politiques liées au continent africain en général et au Sahel en particulier. 39e sommet ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a appelé ce samedi à lutter contre les interventions extérieures illégitimes, les considérant comme l'un des principaux facteurs qui alimentent l'instabilité et entravent les processus de règlement des conflits et de construction démocratique en Afrique. C'était lors d'un discours prononcé en son nom par le Premier ministre algérien Sifir Rieb lors d'une session consacrée à la discussion du rapport du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur l'état de la paix et de la sécurité en Afrique. Le président Tebboune considère que faire face à ces défis nécessite la mise en œuvre complète de l'architecture de paix et de sécurité africaine et la transformation du principe de solution africaine aux problèmes africains en une réalité concrète. En ce qui concerne la Libye, le président Tebboune a renouvelé le soutien de l'Algérie au processus politique libyen et aux efforts continentaux et internationaux visant à renforcer les points de vue entre les frères libyens. Le président Tebboune a affirmé que la seule solution à la crise réside dans l'organisation d'élections libres et transparentes et le retrait complet et immédiat de toutes les forces étrangères et mercenaires, garantissant ainsi l'unité et la souveraineté de la Libye. Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs affirmé le soutien de l'Algérie aux efforts des Nations Unies visant à parvenir à une solution politique juste, durable et acceptée par les deux parties au Sahara occidental, conformément aux objectifs et principes de la Charte des Nations Unies et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Le président Tebboune a souligné également l'importance de poursuivre l'engagement constructif dans le processus politique sous l'égide des Nations Unies et de soutenir le rôle joué par l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. Le président algérien a également appelé à l'adoption d'une approche réformatrice renouvelée et plus efficace, fondée sur une vision claire et une mise en œuvre réaliste dans un esprit pragmatique afin de concrétiser la réforme des institutions de l'Union africaine. Abdelmadjid Tebboune a souligné la nécessité que l'ambition commune du processus de réforme aboutisse à une Union africaine plus efficace et plus influente, capable de renforcer la position de l'Afrique en tant qu'acteur responsable et équilibré dans le système international. Regardez.
Nous arrivons aujourd'hui au terme d'une décennie depuis le lancement de ce processus de réforme en 2016. Un processus qui, dans l'ensemble, a donné des résultats relativement satisfaisants, mais dont les travaux se sont prolongés, les domaines se sont diversifiés et les défis se sont multipliés, créant une situation qui nécessite aujourd'hui une pause responsable pour évaluer, réviser et corriger. De notre point de vue, le meilleur choix consiste à poursuivre dans cette voie, mais selon une approche réformatrice renouvelée et plus efficace, fondée sur une vision claire, un réalisme dans la mise en œuvre et un esprit pragmatique. Notre ambition commune est que cette voie réformatrice conduise à une Union africaine plus efficace et plus influente, capable de répondre aux aspirations des peuples de notre continent et de renforcer la place de l'Afrique en tant qu'acteur responsable et équilibré dans le système international. Le président algérien a aussi réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Algérie en faveur du travail collectif et de la défense de la position africaine commune dans le cadre des négociations intergouvernementales pour la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé que l'Algérie œuvrera sans relâche pour faire entendre la voix de l'Afrique, répondre à ses revendications légitimes et lever l'injustice historique dont elle a été victime. Je réaffirme l'engagement indéfectible de mon pays à œuvrer collectivement dans le cadre du comité des 10 et à défendre la position africaine commune telle qu'elle est exprimée dans la déclaration de Sirte et convenue dans le cadre du consensus des Unis. Nous affirmons que nous continuerons à œuvrer sans relâche pour faire entendre la voix de notre continent, répondre à ses revendications légitimes et réparer les injustices historiques dont il a été victime. Nous sommes tous convaincus et espérons que notre sommet contribuera à renforcer l'unité africaine, à élaborer une vision globale et à trouver des solutions collectives qui renforcent la sécurité et la paix sur notre continent et rétablissent la confiance dans un multilatéralisme efficace et équilibré au niveau international. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a renouvelé son appel à la création de sièges africains permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, déclarant, je cite, « Nous sommes en 2026, pas en 1946 ». Il a insisté sur la nécessité d'agir d'urgence pour prévenir une reprise du conflit au Soudan du Sud et obtenir un cessez-le-feu en République démocratique du Congo. La session a également vu l'Angolais João Lourenço remettre la présidence tournante de l'Union africaine au président burundais Évariste Ndayishimiye lors d'une cérémonie officielle de passation de pouvoir. L'absence de siège africain permanent au Conseil de sécurité est inadmissible. Nous sommes en 2026, pas en 1946. Quelles que soient les décisions concernant l'Afrique et le monde, l'Afrique doit avoir sa place. Au Soudan du Sud, le comité ad hoc de haut niveau de l'Union européenne offre une occasion importante de relancer le dialogue politique et de prévenir une reprise du conflit. En République démocratique du Congo, les engagements doivent être respectés, à commencer par un cessez-le-feu immédiat dans le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Sachez également que le président Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la deuxième participation de l'Union africaine en tant que membre à part entière du G20 constitue un acquis et une étape importante vers la fin de la marginalisation dont souffrait le continent africain au niveau des institutions mondiales de gouvernance. Le président Tebboune a salué le succès de l'Afrique du Sud à la présidence tournante du G20 dont le sommet s'est tenu pour la première fois sur le sol africain. Je tiens tout d'abord à vous féliciter, Monsieur le Président, pour le succès de la présidence tournante de l'Afrique du Sud du G20, dont le sommet s'est tenu pour la première fois sur le sol africain. Je profite également de cette occasion pour vous renouveler mes sincères remerciements pour avoir invité mon pays en tant qu'invité à participer à ce sommet. Nos frères sud-africains ont travaillé sans relâche au sein du G20 pour défendre les priorités de développement de notre continent, notamment l'accélération de la croissance économique inclusive et la promotion de l'industrialisation. Ces efforts ont permis de placer les questions de développement africain au cœur des discussions conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et direction la capitale éthiopienne Addis Abeba où l'on retrouve notre envoyé spécial Mohamed Wali Ben Charban. Bonsoir. Bonsoir Nouhad.
Alors, Mohamed Ali Ben Chaban, quels éléments ont principalement marqué les interventions lors de l'ouverture des travaux de cette 39e session du sommet de l'Union africaine? Écoutez, Noured, à l'ouverture du 39e sommet de l'Union africaine, les chefs d'État ont examiné les rapports portant sur les principaux défis auxquels le continent est confronté. Les débats ont mis l'accent sur l'eau et l'assainissement, devenu dossier prioritaire et stratégique pour tout le continent africain, et ce pour faire face aux atrocités des changements climatiques. Les chefs d'État ont également analysé attentivement les questions sécuritaires, politiques, économiques, énergétiques notamment, dans un contexte international marqué par de nombreuses instabilités. Une attention particulière également a été portée sur la situation au Soudan, où la crise sécuritaire et humanitaire demeure de plus en plus préoccupante. Durant les travaux de ce premier jour, les dirigeants africains ont fermement dénoncé la reconnaissance unilatérale du Somaliland par l'entité sioniste, considérant une démarche jugée contraire aux principes du droit international et à la Charte des Nations Unies. Du côté algérien, si vous permettez, Noured, je vais citer peut-être les points essentiels et importants. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans son discours lu par le Premier ministre Sefer a appelé à faire face aux ingérences étrangères illégitimes. S'agissant de la situation au Sahel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a plaidé pour l'adoption d'une approche globale et intégrée face aux défis sécuritaires dans la région. Concernant le dossier libyen, le président a réaffirmé le soutien de l'Algérie au processus politique interlibyen. Il a souligné également que la seule issue à la crise réside dans l'organisation d'élections libres et indépendantes dans la Libye. À propos de la situation au Soudan, le président Tebboune a exprimé sa profonde inquiétude face à la tragédie humanitaire à Al-Fasher notamment, et aux violations sans précédent, appelant à un cessez-le-feu immédiat. Sur la question du Sahara occidental, le président algérien a réaffirmer le soutien de l'Algérie aux efforts des Nations Unies visant à parvenir à une solution politique durable et acceptable conformément aux principes des Nations Unies. Donc voilà en résumé, Noured, les principaux axes et dossiers abordés lors de ce premier jour du 39e sommet de l'Union africaine. Merci Nouhed. Merci à vous Mohamed Ali Ben Chaban. Nous aurons à revenir vers vous dans nos prochains points de l'actualité. Merci encore. Toujours, mesdames et messieurs, lors de ce sommet de l'Union africaine qui se tient donc à Addis Abeba, le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, a rappelé que le peuple palestinien continue de subir les affres de l'occupation sioniste et l'escalade de ses crimes et ses violations, soulignant que la conjugaison des efforts de la communauté internationale pour mettre fin à la guerre contre Gaza et atténuer les souffrances des Palestiniens est une priorité urgente. Dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre palestinien Mohamed Mustafa lors des travaux de cette 39e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Mahmoud Abbas a précisé que malgré l'annonce d'un cessez-le-feu, l'occupation sioniste continue de violer cet accord. لم يزل شعبنا الفلسطيني يعاني ويلات الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد. Notre peuple continue de souffrir des désastres de l'occupation israélienne de longue durée et le rythme des crimes et des violations israéliennes augmente jour après jour. Notre peuple a un besoin urgent de la solidarité et des efforts de la communauté internationale pour obtenir sa liberté, déterminer son destin et réaliser son État indépendant sur les frontières du 4 juin 1967. Conformément aux résolutions internationales,
Ce sommet arrive à un moment décisif dans l'histoire du peuple palestinien, qui continue de souffrir d'une injustice historique atteignant un niveau sans précédent de la guerre contre Gaza. Cette guerre, suivie en direct par des millions de personnes, a fait plus de 70 000 victimes palestiniennes. Cela a été accompagné par l'utilisation par Israël de la famine comme un outil de guerre, en plus de la destruction de 85% des infrastructures dans la bande de Gaza, en violation claire du droit international. Et puis concernant la Cisjordanie occupée, Mahmoud Abbas rappelle que l'occupation sioniste poursuit la confiscation des terres et l'extension des colonies tout en encourageant les agressions auxquelles se livrent les colons contre les civils palestiniens. Ce qui se passe en Cisjordanie reflète la même approche que celle subie par notre peuple dans la bande de Gaza. Israël continue de confisquer les terres des citoyens, d'étendre les colonies illégales et de protéger les agressions et le terrorisme des colons qui exercent toutes sortes d'injustices envers les citoyens palestiniens, leurs biens, leurs terres et leur culture, en violation flagrante du droit international. Et rien qu'au cours du mois dernier, les bandes terroristes de colons ont commis 1872 agressions contre notre peuple en Cisjordanie. La Palestine où l'armée d'occupation sioniste poursuit son agression génocidaire, au moins 72 051 martyrs et 171 706 blessés sont à déplorer depuis le 7 octobre 2023 à Gaza. Selon le nouveau bilan des autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 2 martyrs et 15 personnes blessées ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 48 heures. À noter que depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, 591 Palestiniens sont tombés en martyrs et 1598 autres ont été blessés, tandis que les corps de 726 martyrs ont été récupérés. Toute autre chose à présent, l'armée ukrainienne a annoncé avoir ciblé une station radar des forces russes en Crimée et une unité de communication à Zaporijjia. Un communiqué de l'état-major ukrainien ce samedi a indiqué que des drones avaient bombardé une station radar des forces de Russes en Crimée ainsi que des positions des forces russes donc dans la région de Zaporijjia, en plus de cibler des lignes de ravitaillement de l'armée russe à Donetsk. Et une nouvelle série de pourparlers trilatéraux entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine se tiendra à Genève les 17 et 18 février. C'est ce qu'a confirmé vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Selon l'agence TASS, Peskov a déclaré que la délégation russe serait dirigée par le conseiller présidentiel Vladimir Medinsky. Le premier cycle de consultation trilatérale sur la sécurité entre les 3 pays s'est tenu les 23 et 24 janvier, où la délégation russe était dirigée par le chef du renseignement militaire du pays, Igor Kostoïkov. Le deuxième cycle de pourparlers s'est tenu du 4 au 5 février. À l'issue de la réunion, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff a déclaré que la Russie et l'Ukraine s'étaient entendus sur un échange de 314 prisonniers de guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté ce samedi les dirigeants mondiaux lors de la conférence de Munich sur la sécurité à apporter un soutien rapide et uni contre ce qu'il qualifie d'agression russe, soulignant l'urgence de protéger des vies dans le contexte du conflit en cours. Le président ukrainien a réaffirmé les aspirations de son pays à l'adhésion de l'Union européenne, une proposition soutenue par la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, qui a souligné la dynamique positive au sein de l'Union. C'est pourquoi pas un seul jour, pas une seule occasion de protéger des vies ne doit être gaspillée. Quiconque aspire à la sécurité et à la paix doit le comprendre. Chaque jour compte et je suis reconnaissant à chaque Américain qui nous a soutenus, quoi qu'il arrive. Merci. Sans vous, Américains, Européens et tous ceux qui nous soutiennent, il aurait été extrêmement difficile de tenir bon. Un immense merci. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a évoqué quant à lui des pertes qu'il qualifie de considérables, des pertes subies donc par la Russie, estimant à 65 000 le nombre de soldats morts en combat de décembre à janvier.
Il faut bien comprendre que les Russes ne sont pas en train de gagner, comme vous l'avez dit. Ils ont perdu 65 000 hommes en décembre et en janvier. Ils ne sont pas en train de gagner, ils font de très faibles gains à Donetsk et ailleurs. Si faibles qu'ils sont presque insignifiants. Mais ils perdent des vies humaines. Nous devons prendre cela au sérieux. Et pour sa part, Roberta Metsola a déclaré que le Parlement européen, qu'elle préside d'ailleurs, était massivement favorable pour une aide à l'Ukraine. Nous sommes prêts, nous serons prêts. Il nous faut franchir une nouvelle étape sur l'élargissement. Je peux vous l'affirmer, je préside un Parlement qui est massivement favorable. C'est une situation gagnant-gagnant. Il ne s'agit pas de charité. Nous avons besoin de l'Ukraine et nous avons besoin que l'Ukraine fasse partie de la famille européenne. Nous pouvons faire beaucoup plus et même beaucoup plus. Nous sommes tous d'accord. S'exprimant ce samedi lors de la conférence de Munich sur la sécurité visant à renforcer les liens de défense et diplomatique européens, le Premier ministre britannique Keir Starmer a souligné la nécessité de se doter d'une puissance dure et d'être prêt à combattre si nécessaire. La conférence de Munich sur la sécurité a débuté vendredi avec environ 70 chefs d'État et de gouvernement et plus de 140 ministres présents à Munich et se terminera dimanche. We are not at a crossroads today. Nous ne sommes pas à la croisée des chemins aujourd'hui. La voie à suivre est droite et claire. Nous devons renforcer notre puissance militaire car c'est la monnaie de notre époque. Nous devons être capables de dissuader toute agression. Et oui, si nécessaire, nous devons être prêts à combattre, à faire tout ce qu'il faut pour protéger notre peuple, nos valeurs et notre mode de vie. Il me semble évident que nous ne devons pas nous laisser aller à la complaisance et croire que nous ne faisons que perpétuer ce qui a prévalu ces 80 dernières années. Ce serait une erreur, et une erreur particulière pour l'Europe, car je suis fermement convaincue que l'Europe n'a pas fait assez pour sa propre défense et sa sécurité depuis de nombreuses années. Le conflit en Ukraine a mis en lumière cette réalité. Ursula von der Leyen a pour sa part déclaré que l'Union européenne devrait donner vie à un pacte de défense mutuelle ancré dans son traité fondateur. This is a true European awakening. Il s'agit d'une véritable prise de conscience européenne et ce n'est que le début de ce que nous devons accomplir. Nous devons bâtir une solide infrastructure européenne de capacités stratégiques dans les domaines spatial, du renseignement et des frappes en profondeur. Aucun tabou ne doit rester impuni. Je crois que le moment est venu de donner vie à la clause de défense mutuelle de l'Europe. La défense mutuelle n'est pas une option pour l'Union européenne, c'est une obligation inscrite dans notre traité, à l'article 42.7. Et ce, à juste titre, c'est notre engagement collectif à nous soutenir mutuellement en cas d'agression, en d'autres termes, un pour tous et tous pour un. Voilà ce que signifie l'Europe. One for all and all for one. And this is Europe's meaning. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a adressé ce samedi un message d'unité aux Européens affirmant que Washington n'avait pas l'intention d'abandonner l'alliance transatlantique, mais que les dirigeants européens avaient commis un certain nombre d'erreurs politiques et devaient changer de cap. Le message général de solidarité véhiculé par Rubio lors de la conférence annuelle de Munich sur la sécurité a été relativement bien accueilli par l'Assemblée de diplomates et de responsables de la sécurité européens. Under President Trump, the United States of America will once again take on... Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis d'Amérique s'engageront à nouveau dans la tâche de renouveau et de restauration, guidés par la vision d'un avenir aussi fier et souverain que le passé de notre civilisation. Et bien que nous soyons prêts, si nécessaire, à le faire seuls, nous préférons et espérons le faire avec vous, nos amis ici en Europe. Alors que les gros titres annoncent la fin de l'ère transatlantique, qu'il soit clair pour tous que ce n'est ni notre but ni notre souhait, car pour nous, Américains, notre foyer est peut-être dans l'hémisphère occidental, mais nous serons toujours des enfants de l'Europe. Marco Rubio a déclaré que les États-Unis voulaient d'alliés capables de se défendre eux-mêmes. Regardez.
Nous voulons des alliés capables de se défendre eux-mêmes afin qu'aucun adversaire ne soit jamais tenté de mettre à l'épreuve notre force collective. C'est pourquoi nous ne voulons pas que nos alliés soient accablés par la culpabilité et la honte. Nous voulons des alliés fiers de leur culture et de leur héritage, qui comprennent que nous sommes les héritiers de la même grande et noble civilisation et qui, avec nous, sont prêts et capables de la défendre. Nous ne cherchons pas à nous séparer, mais à revitaliser une vieille amitié et à renouveler la plus grande civilisation de l'histoire de l'humanité. Par ailleurs, sachez que le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que des exigences d'identification des électeurs seraient requises pour les élections de mi-mandat de novembre, que le Congrès les approuve ou non, sans expliquer la justification juridique sous-jacente à son affirmation. Trump qui soutient un projet de loi adopté par la Chambre des représentants qui exigerait donc ce justificatif. Trump donc qui soutient ce justificatif pour voter donc lors de ces élections américaines, mais qui ne devrait donc pas être adopté par le Sénat en vertu de la Constitution américaine. Ce sont les gouvernements des États et non le gouvernement fédéral qui supervisent les élections, et la plupart des scrutins sont administrés par les autorités des comtés et des collectivités locales. Et voilà, c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée.